Avant de plonger dans l'histoire bouleversante que je vais vous raconter aujourd'hui, j'aimerais simplement vous rappeler quelque chose d'important. Plus de 90% des personnes qui regardent nos vidéos ne sont pas abonnées. Si ce genre de témoignage vous touche, si ces histoires vous parlent, prenez une petite seconde pour vous abonner à la chaîne. Activez la cloche pour ne rien manquer. Et surtout, si mon histoire vous émeut, vous révolte ou vous inspire, laissez un like, c'est un petit geste, mais pour nous, c'est immense. Cela nous encourage à continuer à donner une voix à ceux et celles qui ont des récits à partager. Je m'appelle Élise. J'ai 36 ans. Et ce que je vais vous confier aujourd'hui n'a rien d'une fiction. C'est ma vérité, crue, brute, déchirante. Une histoire qui m'a transformée, qui m'a brisée avant de me reconstruire. Une histoire d'amour, de mensonges, de douleur, mais aussi de renaissance. Une histoire que jamais je n'aurais pensé vivre, et encore moins raconter un jour. J'avais 24 ans lorsque j'ai rencontré Julien. Je venais de décrocher mon diplôme de droit, porté par mes rêves et mes ambitions. J'étais pleine d'élan, curieuse de la vie, assoiffée de projets. Lui, il avait 5 ans de plus. Il travaillait déjà depuis quelques années dans une entreprise de logistique et dégageait cette assurance tranquille, presque magnétique, qui m'a tout de suite attirée. Il semblait savoir où il allait, ce qu'il voulait. Et surtout, il me regardait comme si j'étais unique. C'est peut-être ça qui m'a fait tomber amoureuse si vite. Julien me faisait rire. Il m'écoutait, vraiment. Il me donnait cette impression rare d'être vu, d'être entendu, d'exister pleinement. J'avais l'impression de compter, d'être spécial. Nous étions jeunes, passionnés, et pleins de promesses. Le monde s'ouvrait à nous. Nos premières années de mariage ont été douces, lumineuses, pleines de rire. Nous partions en voyage, on s'imaginait acheter une maison, fonder une famille. On parlait du futur avec insouciance, avec confiance. Et ce futur est arrivé. Notre fils, Théo, est né. Un petit être parfait, fragile, innocent. Mais avec lui, tout a changé. Pas immédiatement. Pas brutalement. Mais subtilement, insidieusement. Je suis devenue maman. Et en devenant mère, quelque chose en moi a basculé. Mon monde a tourné autour de Théo, ses besoins, son sommeil, ses pleurs, sa santé. J'étais épuisée, vidée, angoissée de mal faire. J'ai commencé à oublier celle que j'étais. Et peut-être aussi, j'ai oublié d'être l'épouse que j'avais été. L'amoureuse rieuse, disponible, attentive. Julien me disait qu'il comprenait. Il me serrait dans ses bras, m'encourageait, m'aidait parfois. Mais il y avait déjà quelque chose qui s'éteignait doucement entre nous. Quelque chose que je refusais de voir. Et puis, les signes sont arrivés. D'abord discret. Son téléphone toujours verrouillé, toujours sur lui. Des messages qu'il effaçait aussitôt lus. Des réunions tardives, de plus en plus fréquentes, dont il ne parlait presque jamais. Et surtout ce regard absent, cette présence fantôme quand il rentrait à la maison. Il était là, sans être là. Je sentais qu'il me glissait entre les doigts, mais je me raccrochais à l'idée que c'était juste une mauvaise passe. Du stress, du travail. Il m'a dit qu'il visait une promotion importante. J'ai voulu le croire. Parce que c'est ce que font les femmes qui aiment, elles croient. Elles ferment les yeux. Elles pardonnent même avant de savoir ce qu'il faut pardonner. Un soir, alors qu'il était censé être en séminaire à Lyon, Théo s'est réveillé brûlant de fièvre. J'étais morte d'inquiétude. Je l'ai appelé. 1 fois. 2 fois. 10 fois. Aucune réponse. Mon cœur battait à tout rompre. Par réflexe, je me suis dirigée vers son ordinateur portable resté dans le salon. Il était allumé. Et, pour la première fois depuis longtemps, non verrouillé. Ce que j'ai découvert a tout fait basculer. Des messages. Des dizaines. Des mais. Des photos. Toujours avec la même femme. Claire. Une femme qu'il voyait depuis plus de 8 mois. Leurs échanges étaient intimes, tendres, passionnés. Il lui parlait comme il m'avait parlé, autrefois. Je suis restée là, paralysée devant l'écran. Les mains tremblantes. Le cœur au bord de l'explosion.
Aucun mot ne sortait. Aucune larme. Juste une sensation glaciale qui m'envahissait lentement. Une colère silencieuse. Froide. Tranchante. Une colère que je ne m'étais jamais connue. Ce soir-là, j'ai su que je ne crierais pas. Je ne pleurerais pas. Je ne le confronterais pas tout de suite. Non. J'allais observer. Comprendre. Préparer ma réponse. Une réponse à ma hauteur. Quand il est rentré le lendemain, je l'ai accueilli comme si de rien n'était. Je lui ai souri. Je lui ai préparé son café. J'ai écouté ses mensonges, ses récits de réunions imaginaires. Et j'ai continué à me taire. Mais à l'intérieur, une femme nouvelle prenait naissance. Pendant les semaines qui ont suivi, j'ai mené ma propre enquête. J'ai tout appris sur Claire, son emploi, ses habitudes, son cercle. Je me suis créé un faux profil, suis entrée discrètement en contact avec elle. Elle ne savait rien de moi. Elle croyait que Julien était en instance de divorce, qu'il allait bientôt quitter sa femme. C'en était presque risible, pathétique même. Et moi? Je reprenais le contrôle. J'ai recommencé à faire du sport. J'ai revu mes amis. J'ai relancé mes projets professionnels, ceux que j'avais mis de côté. Julien n'a rien vu venir. Puis il a commencé à me regarder différemment. Il me trouvait changée. Il me posait des questions. Je lui répondais calmement que j'avais besoin de me retrouver. Ce n'était pas un mensonge. Un jour, il m'a proposé un week-end en amoureux. Une tentative maladroite, dictée par l'instinct. Il sentait peut-être que je lui échappais. J'ai accepté. Et j'ai su que ce week-end serait le théâtre de notre vérité. Dans une auberge paisible de Bourgogne, entre deux sourires fins, je l'ai observé. Chaque geste, chaque mot. Il tentait de rallumer une flamme. Peut-être était-ce la culpabilité, peut-être le regret. Peu importait. Le dimanche soir, alors que le silence enveloppait la chambre, je me suis tournée vers lui. Mon regard était calme. Ma voix, posée. Tu sais, Julien. Je voulais te dire merci. Il m'a regardé, interloqué. Me remercier? Pourquoi? J'ai esquissé un sourire doux et cruel à la fois. Pour m'avoir forcé à devenir une femme forte. Une femme que je respecte enfin. Une femme libre. Lucide. Indestructible. Et je lui ai tendu son téléphone. Déverrouillé. Avec tous les messages transférés. Il est devenu blême. Il a balbutié, tenté de se justifier, mais je l'ai interrompu. Je ne suis pas là pour une dispute. Je suis là pour te dire que je sais. Et que désormais, c'est moi qui décide de la suite. Je me suis levée, le cœur battant mais la tête étonnamment claire. J'ai franchi le seuil de la chambre comme on tourne la page d'un roman trop longtemps subi, puis j'ai traversé le couloir et poussé la porte donnant sur les vignes baignées d'une pâle lueur crépusculaire. L'air avait ce parfum de terre chaude et de raisin mûr qui apaise les tempêtes intérieures, chaque pas entre les rangs soigneusement alignés résonnait comme une déclaration, je reprenais possession de moi-même. Alors, au milieu de ce silence vibrant d'insectes nocturnes, j'ai senti un poids immense quitter mes épaules. Rien n'était encore réglé, bien sûr, la bataille ne faisait que commencer. Mais c'était déjà une victoire, la première étincelle d'une revanche silencieuse, déterminée, impalpable. Le lendemain, je suis rentrée chez nous avant lui. La maison semblait respirer un calme trompeur, comme si les murs, eux aussi, retenaient leur souffle dans l'attente de la suite. Je savais qu'il passerait la porte chargée de justifications, le regard prêt à supplier, un bouquet peut-être à la main, persuadé que quelques mots choisis suffiraient à panser la plaie. Pourtant, cette plaie-là ne réclamait plus ses pansements, elle exigeait ma liberté. À cet instant, Julien n'était déjà plus le compagnon que j'avais aimé. Il n'était même plus l'énigme douloureuse que j'avais tenté de résoudre les nuits où je tournais en rond. Il devenait un souvenir rangé sur l'étagère de mon passé, et j'avais décidé que mon avenir ne se construirait plus jamais en fonction de lui. J'ai donc contacté une ancienne camarade de fac, devenue avocate, Eliane. Une femme précise comme un scalpel, discrète comme une ombre, loyale comme une sœur d'âme. Dans son bureau tapissé de dossiers,
je lui ai exposé les faits sans éclat de voix, avec une lucidité glaciale que je ne me connaissais pas. Pas de lamentation, juste la volonté inébranlable de protéger Théo, de préserver mon équilibre, et de défendre mes droits. Surtout, je voulais rester maîtresse du tempo. Il était impensable que Julien dicte encore le moment ou la manière de clore notre histoire. Cette partition, c'est moi qui allais la réécrire, note après note. Lui, pourtant, nageait dans l'incompréhension. Il croyait que mes blessures se refermeraient au son sucré de quelques excuses. Il m'a offert des roses rouges, grotesques symboles d'une passion fanée, a soufflé l'idée d'une thérapie de couple, pour donner le change, a soi-disant coupé les ponts avec Claire. Il jouait la contrition, je jouais l'observatrice, tandis qu'il déclamait ses aveux édulcorés, je tricotais le moindre détail de ma riposte. J'ai commencé par les finances. Je savais qu'il détenait un compte secret, son fameux coussin de sécurité. Après quelques soirées à fouiller relevés et courriels, j'ai mis la main sur les preuves, dépenses douteuses, virements à Claire, réservation d'hôtel hors de prix, bijoux facturés à des dates où j'étais censé être dans ses bras. Avec l'aide d'Eliane, j'ai tout compilé, trié, annoté, chaque euro s'est transformé en pièce à conviction, chaque date en clou pour refermer le cercueil de ses mensonges. Puis j'ai réanimé un vieux rêve, une boutique en ligne dédiée à la décoration éthique et artisanale. J'ai déniché un petit local au mur brut, j'ai passé des nuits à créer le site, à nouer des partenariats avec des artisans respectueux de la planète. Les premières commandes sont tombées comme des gouttes de pluie bienfaisantes, et j'ai senti, à chaque colis expédié, se consolider la charpente de mon indépendance. Restait l'étape la plus audacieuse, Claire. Je ne voulais ni cris ni insultes. Je lui ai proposé un café dans un bistrot qui sentait le bois ciré et le grain fraîchement moulu. Elle est arrivée, crispée, persuadée que j'allais la transpercer de reproches. À la place, je lui ai tendu la vérité. Je ne vous en veux pas, et je soufflai. La trahison vient de lui. Sous ses yeux agrandis, j'ai déroulé les copies d'écran, les promesses contradictoires, les mensonges copiés-collés d'une femme à l'autre. Je l'ai vue vaciller, elle, qui se croyait l'unique, découvrait qu'elle n'était qu'un chapitre interchangeable. Elle est repartie muette, le regard vidé de ses illusions. Je n'ai jamais su si, ce jour-là, elle l'a quitté. En revanche, la semaine suivante, Julien rentrait plus sombre, plus voûté. La perte de contrôle le rongeait, mon silence lui renvoyait l'image d'un homme qu'il ne reconnaissait plus. Alors, un matin inondé de lumière, j'ai déposé les papiers du divorce sur la table du petit déjeuner. Il a pâli, vraiment. Sans pleurer ni crier, j'ai articulé, « Je t'ai aimé. Mais ce que tu as fait prouve que tu ne m'aimais pas en retour. Je mérite mieux. » Il a balbutié, nié, imploré. Il savait pourtant que la partie était finie. La procédure n'a pas été de tout repos, intimidation, marchandage, tentative pour me déloger de la maison. Mais j'avais les preuves, les ressources, et cette nouvelle armure faite de dignité retrouvée. Mon entreprise fleurissait, mon entourage me soutenait, mon plan déroulait sa logique implacable. Julien a compris, trop tard, que je menais la danse. Finalement, il est parti vivre à 1 heure d'ici. Il voit Théo un week-end sur 2. Je suis restée dans la maison, non par attachement aux briques, mais parce que ces murs portent la mémoire de ma chute et de ma résurrection. Parfois, le doute se glisse encore entre les volets au crépuscule, mais ce n'est plus un vide hostile, c'est un silence doux, l'espace où je me reconstruis. Ma revanche n'a pas été un feu d'artifice, elle n'a pas éclaté en public. Elle a pris la forme discrète d'une femme qui se tient droite, qui refuse que sa valeur dépende de la blessure qu'on lui a infligée. Pourtant, une pierre restait coincée dans ma chaussure, l'image fausse que Julien projetait encore. Il se faisait passer pour la victime, pleurait sa faute auprès de nos amis communs, prétendait avoir tout essayé pour sauver notre couple, insinuant que j'avais refusé le pardon. Certains l'écoutaient, me questionnaient, doutaient de moi. Ce mensonge-là, je ne pouvais pas l'accepter. Alors, pour rétablir l'équilibre qu'il avait brisé, j'ai entrepris un dernier acte, celui dont je vais vous parler maintenant. J'ai longuement réfléchi à ce que serait ma véritable revanche. Pas une revanche mesquine, bruyante, destructrice. Pas une vengeance dirigée contre Julien, aussi tentant que cela aurait pu être.
Non, j'ai compris que ma plus grande victoire ne viendrait pas de l'humilier à son tour, mais de reprendre le pouvoir de ma propre histoire. De la raconter, sans filtre, sans haine, avec force et vérité. Pour moi, mais surtout pour celles qui n'osent pas encore parler, celles qui souffrent en silence, celles qui croient à tort qu'elles doivent tout endurer. J'ai décidé que ma revanche passerait par la parole, par la lumière, par le partage. J'ai décidé d'offrir ma vérité. Alors j'ai écrit. Avec mes tripes. Avec mes larmes encore tièdes. Un article long, dense, brut. Pas un règlement de compte, non. Une confession lucide, digne, honnête. Je n'ai cité aucun nom, je n'ai insulté personne, mais j'ai raconté chaque étape de ce chemin douloureux, le choc de la découverte, la désillusion, la sidération, puis la stratégie, la reconquête de moi-même, et cette transformation lente mais puissante de la douleur en force motrice. J'ai publié ce texte sur un blog destiné aux femmes entrepreneurs, un espace de sororité où les blessures deviennent des ponts. Le titre m'est venu naturellement, comme une évidence, quand la trahison devient renaissance. Contre toute attente, l'article a rencontré un écho profond. En quelques jours, il est devenu viral. Les messages ont afflué. Des femmes, des mères, des divorcés. Mais aussi des hommes. Des êtres brisés, humiliés, perdus, qui retrouvaient dans mon histoire un reflet de leur propre douleur. Certains me disaient avoir pleuré en me lisant, d'autres m'avouaient qu'ils n'avaient jamais eu le courage de se relever jusqu'à maintenant. On m'a contacté pour participer à un podcast, puis à une émission de radio locale. Et sans que je ne l'aie prémédité, ma voix est devenue celle d'un collectif. Une voix qui ne tremble plus. Julien, évidemment, a fini par apprendre l'existence de l'article. Il n'a pas supporté l'idée d'être exposé, même anonymement. Il m'a écrit des mots durs. Il m'a accusé d'avoir ruiné sa réputation, de l'avoir trahi à mon tour. Selon lui, j'étais cruelle, impitoyable. Je n'ai répondu qu'une seule fois. Une phrase, limpide comme une lame, je n'ai ruiné que le mensonge. Ta réputation, c'est toi qui l'as construite. Après cela, plus un mot. Il a disparu du fil de ma vie. Pendant ce temps, mon entreprise prenait son envol. Grâce à cette soudaine visibilité, les commandes ont afflué. J'ai pu embaucher 2 collaboratrices passionnées, ouvrir un second atelier, et surtout, j'ai lancé un projet qui me tenait profondément à cœur, une série de conférences que j'ai baptisée « Femmes debout ». Pas pour raconter ma vie, mais pour parler de reconstruction, de résilience, de dignité. Je n'y vais pas pour accuser, mais pour transmettre. Il n'y a ni colère, ni revanche dans mes mots, juste une vérité nue, celle d'une femme qui a refusé de s'effondrer. Et au fond, c'est là qu'est ma plus belle victoire. Pas dans l'échec de Julien, mais dans ma propre ascension. J'ai pris ce que la vie m'a brisé en plein cœur et je m'en suis servi pour bâtir un avenir solide, sincère, lumineux. J'ai changé la trajectoire. J'ai transformé l'épreuve en élan. J'ai transformé la honte en courage. Théo, lui, pousse comme une fleur après l'orage. Il est drôle, curieux, délicat. Il ne connaît pas les détails. Ce n'est pas à lui de porter le poids de l'adultère ou des déceptions. Il n'a jamais entendu un mot dur sur son père sortir de ma bouche. Je veux qu'il grandisse avec un cœur léger. Mais il voit. Il sent. Il sait que sa maman est là, stable, forte, présente. Et c'est tout ce qui compte pour moi. Certains dimanches, quand nous marchons ensemble dans les allées d'un parc, je croise des familles, des couples. Avant, cela me serrait le cœur. Aujourd'hui, je les regarde avec paix. Je n'éprouve plus de jalousie, plus de regret. Seulement une immense fierté d'avoir traversé le pire et de m'en être sortie. Vivante. Libre. Debout. Je n'ai plus besoin de personne pour me sentir entière. Il m'arrive de repenser à cette nuit-là. Celle où j'ai découvert la vérité. Le choc. La brûlure. L'effondrement intérieur. Si, à ce moment précis, quelqu'un m'avait dit que quelques années plus tard, je serais celle que je suis devenue, j'aurais ri, ou pleuré, ou les deux. Et pourtant, me voici. Alors, si vous écoutez ou lisez ces mots aujourd'hui, et que vous vous sentez brisé, trahi, abandonné, sachez une chose,
Cette douleur n'est pas une fin. C'est une mue. Un début. Vous portez en vous des forces que vous ignorez encore. Vous n'avez pas besoin de vengeance tapageuse. Vous avez besoin de clarté. De courage. De vous. Et un jour, vous vous lèverez, vous aussi. Vous regarderez votre reflet dans le miroir, et vous saurez, je suis debout, et je suis libre. Merci de m'avoir écouté. C'était mon histoire. Et peut-être, bientôt, ce sera aussi un peu la vôtre.